Xavier Moreau, fondateur de Stratpol, et le général François Chauvency, consultant en géopolitique. Bonsoir messieurs et merci d'être en direct ce soir avec nous sur RT France. François Chauvency, mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat, qu'est-ce que ça signifie ? Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est une aggravation de la situation qui est difficilement compréhensible. Il n'y a pas de menace nucléaire sur la Russie. C'est une élévation du niveau d'instabilité de la crise. Et je pense que c'est une très mauvaise décision et un très mauvais message au reste du monde. C'est presque irresponsable, à mon sens, dans le cadre d'un conflit dit conventionnel. C'est mettre le niveau très haut et finalement prendre le risque que cela se termine très mal. Les propos de Vladimir Poutine interrogent, c'est le moins qu'on puisse dire. Xavier Moreau, est-ce que plane aujourd'hui réellement la menace nucléaire ou bien nous sommes là aussi dans un rapport de force avant des pourparlers entre Kiev et Moscou ? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, on parle de force de dissuasion. Or, aujourd'hui, dans la nouvelle doctrine qui a été mise à jour il y a quelques semaines par le ministère de la Défense russe, la première étape de dissuasion, ce sont les armes hypersoniques, c'est-à-dire ce sont des armes qui pour l'instant sont en seule possession de la Russie, qui permettent en gros de couler un porte-avions avec deux missiles hypersoniques. Donc officiellement dans la doctrine russe, le premier niveau de dissuasion, ce sont les missiles hypersoniques. Ensuite, Vladimir Poutine ne fait que répondre en fait. Il répond d'une part au président Zelensky qui lors de son discours à la conférence de sécurité de Munich a réclamé les armes nucléaires. Ce qui est d'ailleurs à mon avis a été un discours décisif pour inciter Vladimir Poutine à lancer son offensive sur l'Ukraine. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'il y a 3 jours, Jean-Yves Le Drian a également déclaré que Vladimir Poutine doit comprendre que l'OTAN est une puissance nucléaire. Donc c'est pas Vladimir Poutine qui a amené le sujet nucléaire sur la scène. Il a même au contraire essayé d'expliquer lors de la visite d'Emmanuel Macron à Moscou que le fait de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, dans la mesure où il y a des territoires contestés, et avec l'article 5, c'est-à-dire l'automatisation de la riposte, la France potentiellement pourrait se retrouver en conflit avec la Russie et que les deux pays étaient nucléaires. Donc visiblement, Vladimir Poutine a essayé d'expliquer ça à Emmanuel Macron, qui ne l'a pas forcément compris. Ce qui est clair, c'est que Le Drian, lui, ne l'a pas du tout compris, et que donc on a eu le droit à cette déclaration complètement délirante où il a dit à la Russie, attention, l'OTAN est une puissance nucléaire. Donc je crois que Vladimir Poutine est plutôt dans la réponse que dans l'offensive. Mais encore une fois, dans la doctrine de dissuasion russe, aujourd'hui, l'hypersonique passe avant le nucléaire. Donc en fait, ça veut dire que si jamais vous nous agressez, on va couler vos porte-avions. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes d'accord avec cette analyse, François Chauvency ? Est-ce que Vladimir Poutine a été poussé, comme le sous-entend Xavier Moreau, à ces déclarations très dissuasives ? Alors je n'ai pas le souvenir de tout cela, mais je ne mettrai pas en doute mon interlocuteur. Je dis simplement qu'il me semble bien que Jean-Yves Le Drian n'a fait que répondre et non pas d'annoncer, ce qui est déjà un premier point. Zelensky, j'en ai pas la mémoire. Je dis simplement que quand on est un chef d'État responsable, qu'on engage un conflit armé sur le terrain, on évite de tenir des propos qui peuvent être mal interprétés. En l'occurrence, Vladimir Poutine, avec sa déclaration d'aujourd'hui, met le reste du monde en situation d'instabilité. Et je pense qu'il a peut-être un peu perdu ses nerfs. Il aurait peut-être, alors que ce n'est pas l'impression qu'il donne d'habitude, et que je pense que comme sur le terrain il ne gagne pas, qu'il n'arrive pas à prendre Kiev, qu'il n'arrive pas à avancer sur le terrain par des forces conventionnelles, il est en train de trouver un échappatoire pour assurer son avenir. Et je ne pense que ce n'est pas très raisonnable pour quelqu'un qui est normalement de talent et qui est un grand stratège. Xavier Moreau, je vous vois réagir. Oui, non, écoutez, l'Ukraine, c'est plus grand que la France. En 4 jours, les forces armées russes se sont emparées des 2 tiers du territoire, se sont emparées de quasiment tout le rivage de la mer Noire du côté d'Odessa, de la mer d'Azov. Aujourd'hui, Mariupol est assiégée. En plus, c'est à l'est de l'Ukraine qui a l'essentiel des forces ukrainiennes et selon la déclaration même du maire de Kiev, a encerclé Kiev.
Voilà. Et également, en fait, Kharkov, la Russie ne va pas envahir Kharkov parce que Kharkov est une ville russe et que la population lui est acquise. Et simplement, elle est passée outre. Et donc, l'offensive qui est partie du nord, qui rejoint Kiev, va être rejointe par la colonne qui est passée par Kharkov. Donc, en fait, là, vous voulez, ce à quoi on assiste, en fait, c'est une victoire fulgurante de la Russie. Alors, évidemment, j'ai regardé les médias occidentaux, mais c'est complètement lunaire. Ils vivent dans un monde parallèle. La Russie tient l'Ukraine. La Russie a gagné la guerre. Et alors c'est très difficile évidemment de suivre les combats puisque la situation est évidemment changeante, tout évolue très vite. En revanche, je voudrais vous recueillir votre sentiment concernant ces pourparlers dont on parle. François Chauvency, est-ce que c'est l'espoir d'une fin proche du conflit ou est-ce qu'on en est encore loin? Qu'est-ce qui est sur la table? Est-ce que c'est d'abord un cessez-le-feu? Oui, sans aucun doute, mais justement dans les médias occidentaux, on n'entend pas tout à fait le même discours. Pour l'instant, je n'ai pas eu le sentiment que l'Ukraine était prête à négocier et surtout à négocier à n'importe quel prix. Pour l'instant, ce que l'on veut, c'est que les Russes se retirent. On veut que les Russes respectent la souveraineté de l'Ukraine et qu'après, on pourra peut-être discuter. Donc, je ne m'avance pas en parlant au nom de l'Ukraine, mais ce que j'entends n'est pas du tout cela. Je dis simplement que, oui, pourquoi pas des négociations? Tout chef d'État raisonnable aspire à des négociations. Mais ce que j'entends depuis 4 jours, notamment du côté russe, sur ces négociations, c'est que c'est presque des ultimatums systématiques, en se disant baissez les bras, baissez les armes, et ça ira mieux pour vous. C'est une capitulation. Or, pour l'instant, ce que je vois sur le terrain, ce qu'on m'entend, bien sûr, je ne suis pas sur le terrain directement, ce que je vois, ce que j'entends, montre que justement, ce n'est pas le cas. L'Ukraine résiste, le peuple ukrainien résiste et l'armée russe progresse que très difficilement. Et l'exemple de Kharkov qui vient d'être précisé, je regrette, ce n'est pas les images qu'on a chez nous aujourd'hui. Kharkov est peut-être pro-russe, mais pour l'instant, on s'y bat. Si on s'y bat, c'est que ce n'est pas forcément pro-russe. Donc je pense qu'il y a une certaine incohérence dans les propos de mon interlocuteur. Alors éloignons-vous un peu, si vous le voulez bien, de la situation sur le terrain, parce qu'on n'y est pas. Les informations sont contradictoires, chacun des partis communiquant comme il l'entend. Xavier Moreau, est-ce que vous croyez à la possibilité d'un cessez-le-feu prochainement? Qu'est-ce qui va se jouer, selon vous, lors de ces négociations? Écoutez, si jamais il ne se produit pas aujourd'hui, il se produira dans 2-3 jours. À mon avis, l'armée ukrainienne n'en a plus que pour 2-3 jours. Elle était aujourd'hui tout ce qui était défense antiaérienne, tout ce qui a été complexe militaire-industriel, les chars, l'artillerie, les dépôts de munitions, les dépôts de carburant ont été détruits. Dans 3 jours, il n'y a plus d'armée ukrainienne. Donc de toute manière, que les Ukrainiens décident d'accepter les conditions russes maintenant ou dans 3 jours, le plus tôt sera le mieux, parce que malgré tout, c'est des Slaves et des chrétiens qui se battent entre eux. Donc ça, c'est peut-être aussi la grande victoire de Washington, c'est qu'ils ont obtenu ça, c'est que pour finir, des chrétiens slaves se battent entre eux. Alors quel est le rapport, qu'est-ce que vous sous-entendez? Oui, je dis la grande victoire de Washington, c'est qu'ils ont au moins obtenu que des chrétiens slaves se battent entre eux. Et pourquoi est-ce que c'est une grande victoire de Washington? Je pense que c'est le but, c'est de déclencher une grande guerre. Ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre civile. Hein. Le peuple ukrainien et le peuple russe, en dehors de l'ouest de l'Ukraine où c'est un monde à part, ce sont les mêmes gens, ils parlent la même langue, ils ont le même visage. Ce qui se passe, c'est une tragédie, c'est une catastrophe. Cela dit, encore une fois. Sur le cessez-le-feu, parce que je voudrais aussi qu'on s'interroge sur cette question de la neutralité de l'Ukraine. Est-ce que le sujet pourrait être évoqué lors des négociations? Il a été évoqué déjà par le président Zelensky. Qu'est-ce qu'il sous-entend, ce statut de neutralité de l'Ukraine, François Chauvency? Oui, je dirais que si ça avait dû être accepté, ça le serait déjà. Aujourd'hui, la situation sur le terrain montre qu'il y a un affrontement de volonté entre une Russie et une Ukraine qui ne veut pas un certain nombre de choses. Donc je crois que la neutralité qui aurait pu être acceptée avant la guerre ne sera pas acceptée après la guerre, sauf si l'Ukraine était prise à la gorge. Pour l'instant, la communauté internationale soutient l'Ukraine, elle donnera les moyens autant qu'elle le pourra, le peuple ukrainien se bat. Je crains que malheureusement cette solution qui aurait peut-être pu être négociée avant la guerre ne le sera plus aujourd'hui. Et je vois mal le président Zelensky accepter cette situation, et encore moins les États alliés justement du continent européen. Un tout dernier mot avec vous très rapidement, Xavier Moreau, sur cette question du statut de neutralité. Est-ce qu'un compromis est possible entre Kiev et Moscou?
Oui, je pense que de toute manière, l'Ukraine n'aura pas choix d'ici 2-3 jours. Donc, ce qu'on va avoir, c'est l'indépendance des républiques autoproclamées Donetsk et Lugansk dans les frontières des oblasts, c'est-à-dire des régions de 2014. La Crimée définitivement reconnue et une Ukraine fédéralisée où, étant donné le poids de la zone pro-russe, c'est-à-dire de ce qui va de Odessa à Kharkov, le poids industriel et des ports, et je pense qu'on aura aussi une base militaire à Odessa. Et voilà, donc on aura une Ukraine neutralisée de facto. Les Russes ont gagné, il serait peut-être temps de le reconnaître le plus rapidement possible. Ça évitera justement cette escalade de déclarations qui n'a aucun sens. Alors je vous fais quand même réagir une toute dernière fois, François Chauvency, sur ce constat attendu dressé par Xavier Moreau. Votre réaction? Alors moi je dirais, je ne préjuge pas de la fin de cette guerre, de la fin des hostilités. En revanche, je serais intéressé de savoir ce qui va se passer dans 2-3 jours. Ce que je vois aujourd'hui, c'est une possibilité que dans 2-3 jours, l'armée ukrainienne s'écroule et que le peuple ukrainien accepte la défaite. Pourtant, tout ce que je vois tous les jours montre exactement le contraire. Alors si dans 2-3 jours, effectivement, l'Ukraine n'a pas baissé les bras, ne s'est pas rendue, je pense que là, Poutine devra négocier sous d'autres conditions et que l'analyse qui vient d'être faite ne tient pas la route. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cet échange. François Chauvency, général consultant en géopolitique. Merci à vous aussi, Xavier Moreau, fondateur de Stratpol.